Là, je mets ton PowerPoint. Ouais, Voilà. donc actuellement, je suis assistante de recherche pour le professeur Laurent Meutron, que certains parmi vous, j'imagine, connaissent, donc dans son équipe, avec également Fabienne Casalis, et je travaille sur la caractérisation de l'autisme au féminin. Essentiellement, étant assistante de recherche, je reçois les emails des personnes qui souhaitent participer à l'étude, et je leur donne des informations sur l'avancée, la manière de participer, etc. Et actuellement, je suis sur un sujet un peu plus intéressant qui consiste à compléter la première présentation que l'on aurait dû faire s'il n'y avait pas eu ces histoires de coronavirus. J'y ajoute en fait une petite partie portant sur la représentation que les personnes autistes ont d'elles-mêmes. Et je vais changer a priori de métier quand cette étude sera terminée, alors en principe en septembre prochain. Mais bon, tout est devenu assez incertain. Donc on va directement embrayer sur la présentation. Alors, quand quelqu'un commence par vous dire « je vais comparer des êtres humains à des animaux », en général, vous avez peur et vous avez sans doute tout à fait raison. Parce que culturellement, lorsque l'on compare, pas seulement dans la culture française d'ailleurs, un être humain à un animal, c'est en des termes extrêmement péjoratifs. Alors, je préviens, voilà, ma présentation va parler de personnes autistes non verbales et elle va parler également mais pas du tout en termes de comparaison péjorative. Alors, on va se déconstruire ensemble, on va oublier qu'on nous dit que t'es bête comme un âne, ou malin comme un singe, ou sale comme un cochon. Voilà, tout ça, vous ne l'avez jamais entendu. C'est parti. À partir du moment où vous ne vous exprimez pas, évidemment, par le langage oral articulé, ce sont d'autres personnes qui vont interpréter vos désirs, vos pensées, vos besoins à votre place. Et de là découle un très très grand nombre de problèmes. Alors je vais commencer par une diapo un peu provocatrice, volontairement provocatrice, donc je vais te demander de passer voilà, sur la première, Laurence. Saviez-vous que tous les chiens sont handicapés? Oui, c'est provocateur et sans doute que vous ne serez pas d'accord. À raison probablement. Et pourtant, le chien est un animal domestique. Bon, je ne vous apprends rien, hein. Et comme tous les animaux domestiques, c'est même le plus ancien animal qu'on a domestiqué. On a modifié petit à petit son génome en le faisant correspondre à ce que l'on attend de lui. Et une étude est passée relativement sous silence en 2017, donc c'est ce qu'on voit écrit en anglais juste en dessous de ma diapo. On a trouvé chez un grand nombre de chiens domestiques les mêmes mutations génétiques que chez le syndrome de Williams-Eberen chez l'être humain. Ah! Alors, évidemment, d'ailleurs, vous avez sans doute des chiens vous-même, hein, on est à peu près 25% de la population à en avoir un. Lorsque vous voyez votre chien, vous ne vous dites sans doute pas qu'il est... je m'éloigne un peu. D'accord, je vais me rapprocher du micro, merci d'avoir prévenu. Quand vous voyez votre chien, vous ne vous dites sans doute pas qu'il est handicapé. Il a l'air très joyeux, très content de vivre, très heureux d'être lui-même, il vous fait la fête, etc. Alors, pourquoi tous les chiens sont handicapés? Eh bien, parce que les mutations génétiques que portent tous les chiens domestiques, si elles ont lieu chez l'être humain, on dira que cet être humain a un syndrome de Williams-Eberen et qu'il est lourdement handicapé. On va même en parler en des termes extrêmement péjoratifs. Alors que lorsque l'on parle d'un chien, c'est plutôt en des termes flatteurs. Ils sont joyeux, ils sont fidèles, ce sont nos meilleurs amis, et, ils aident même les personnes aveugles. Donc, en fait, c'est une association de handicap. Alors, je vais demander à Laurence de passer à la diapo suivante. Alors, voilà ce que l'on peut lire hein, typiquement lorsque l'on entend parler du syndrome de Williams-Eberen. On n'est pas encore dans l'autisme, j'en parlerai après. Alors, on va entendre parler de malformation. Donc, ce sont des personnes qui sont caractérisées par un visage spécifique, donc un visage elfique, hein, peut-on lire souvent dans la littérature scientifique. C'est assez curieux parce que, bon, hélas, les personnes ayant ce handicap rejoignent petit à petit le monde de Tolkien, mais ça, c'est un autre sujet. On va entendre parler de recherche de traitement. Y a-t-il un traitement contre le syndrome de Williams-Eberen?
Non, il n'y en a pas. De déficit, donc on entend parler de déficit intellectuel et autres formulations comme ça, très lourdes, très très négatives. Alors, par quel curieux cheminement cheminement historique et cheminement de pensée, en est-on venu à penser qu'une particularité génétique chez l'être humain soit un handicap lourd, entraînant des malformations cardiaques, divers déficits, notamment intellectuels, devant susciter la recherche d'un traitement, la recherche absolue de soins, des causes, etc. Alors que chez le chien, on dira que le chien est notre meilleur ami, qu'il est très très bien comme il est, etc. C'est assez extraordinaire quand on y pense, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je serais curieuse d'avoir un petit peu vos commentaires dans le chat si vous voulez bien. Alors, un deuxième élément qui nous donne profondément à réfléchir, c'est quel est le sort des personnes humaines avec un syndrome de Williams-Severen. Comme on parle majoritairement de l'autisme, vous n'êtes sans doute pas concerné directement ou indirectement par ce handicap-là, mais il faut savoir qu'on peut détecter les mutations génétiques concernées avant la naissance. Donc de là, évidemment, des divers choix qui en découlent. Alors qu'évidemment, on ne va pas faire disparaître des chiens parce qu'ils ont ces particularités génétiques. Au contraire, on les a sélectionnés. Et pourquoi les a-t-on sélectionnés? Eh bien parce que ces particularités génétiques sont associées à une hypersociabilité. Oui, c'est l'exact inverse en fait des caractéristiques de l'autisme sur ce point-là. Les personnes avec un syndrome de Williams-Severen sont hypersociables. Quand elles vous rencontrent, elles veulent être votre amie et ne feront rien qui pourrait vous froisser, rien de socialement maladroit, pourrait-on dire. Voilà, c'était une petite introduction, donc on va passer à la suite. Alors, si on demande à une personne ayant un syndrome de Williams-Severen si elle souffre horriblement, en général, elle vous répondra que non. Par contre, bizarrement, le corps médical, les pontes, les autorités en tout genre s'imaginent généralement que c'est un handicap qui fait terriblement souffrir. Alors j'ai une autre question qui en découle. Lorsque vous voyez un chien, vous imaginez-vous qu'il souffre horriblement d'être un chien? Bon, évidemment, c'est compliqué de lui poser la question, mais je pense que non. Et n'importe quel vétérinaire un peu formé vous dira qu'aucun chien ne souffre d'être un chien, à moins d'avoir subi une sélection par hypertype, mais c'est encore autre chose. Alors, je vais demander à Laurence de passer à la diapo suivante. Pardon. Alors, l'autisme fait-il souffrir? En général, quand on veut répondre à cette question, on recherche sur Google. Donc, je me suis amusée avec cette diapo à taper simplement souffrant d'autisme ou souffrir d'autisme dans Google. Et voilà un petit florilège des réponses que l'on obtient. Alors, c'est un florilège très varié. Il y a des articles de presse, il y a des articles scientifiques, il y a un extrait d'un site officiel dont je tairai le nom, et vous trouvez environ 356 000 fois l'association autisme et souffrance, souffrir ou autre terme approchant. 356 000 fois, et encore, ça ce n'est qu'en français, parce que si vous tapez Suffering from Autism en anglais, vous avez environ 15 millions de réponses. On va prendre une grande respiration. Est-ce qu'on souffre en permanence, nous, d'être autistes? Je dirais pas plus que le chien souffre d'avoir les mutations génétiques qu'il a, et pas plus que les personnes avec syndrome de Williams-Severen souffrent d'être qui elles sont. Je n'ai jamais eu la chance de discuter avec les personnes ayant ce handicap, mais ça me paraît assez logique. Et c'est une des premières choses qu'on peut lire dans la presse, même au niveau du 2 avril. Quasiment tous les articles de presse qui sont sortis à cette occasion-là nous ressortent l'histoire de la souffrance, prétendent que nous souffririons terriblement dans les conditions du confinement, tous, absolument tous, et finalement véhiculent une idée de troubles psychologiques profonds ou
Alors, c'est vrai que j'ai rencontré un certain nombre de parents, de professionnels de santé qui pensent très profondément que leurs enfants autistes souffrent, les adultes autistes souffrent, et en particulier lorsqu'ils sont non-verbaux. Enfin, au contraire, lorsqu'on est une pipelette comme moi, bah, on est très très peu associé à la souffrance. Ah, je vois qu'il y a une question. Oui, effectivement, les chiens souffrent quand on les maltraite ou on les néglige. C'est tout à fait exact. Merci Amandine. Et les êtres humains également. Et c'est justement à ça que je voulais en venir. Donc ça tombe très très bien. Donc il y a une confusion absolument terrible entre le fait de souffrir intrinsèquement de ce que l'on est, le chien qui souffrirait d'être un chien, la personne autiste qui souffrirait d'être une personne autiste, la personne avec un syndrome de Williams-Séborène qui souffrirait d'avoir un syndrome de Williams-Séborène, et le fait de souffrir de ses conditions de vie. Car là-dessus, tous les êtres vivants fonctionnent de la même manière. Si vous permettez à votre chien de vivre sous votre toit, que vous lui donnez de la nourriture de qualité à volonté, que vous le sortez tous les jours, évidemment, il ne souffrira pas. Par contre, si vous l'enfermez dans un chenil avec 10 congénères, des relations de dominance à résoudre sans niche par tous les temps, évidemment qu'il va souffrir. Et c'est exactement la même chose concernant les personnes autistes ou les personnes avec d'autres handicaps, évidemment. Alors, je ne sais pas trop à qui j'ai affaire dans ce webinaire, donc ce que je dis va peut-être vous paraître un peu trivial sur ce type de point. Alors, j'ai demandé à Laurence de passer à la diapo suivante et de ne pas vendre la mèche. Voilà, parce qu'elle va comprendre tout de suite, évidemment. Alors ça, c'est un article qui est paru il y a, que je ne dise pas de bêtises, que Laurence va me corriger si j'en dis une. Pour le coup, il y a peut-être 3 ou 4 ans. Alors, que... 4 ans En juillet 2017. En juillet 2017. Ah, donc il y a moins de 3 ans. Comme quoi. Et que remarque-t-on immédiatement dans le résumé souffrant d'autisme non verbal? Alors ça tombe très bien, on va pouvoir demander à la personne directement concernée durant ce webinaire, j'imagine, si cette formulation est exacte ou pas, si cette personne veut bien répondre. Alors je n'ai pas vendu la mèche, hein, Laurence non plus. Mais voilà le type de représentation qui nous nuit énormément. Pensez-vous que cette personne, donc, qui est un jeune adulte autiste non-verbal qui a obtenu un bac, et pas n'importe lequel, s'il s'agit quand même d'un bac scientifique, a plus souffert d'autisme non-verbal ou a plus souffert du manque d'accessibilité au niveau de ses études? Nous allons répondre à cette question un petit peu plus tard, mais vous avez tous plus ou moins une assez bonne idée, représentation de la réponse à ce niveau. Et j'appuie énormément la suite du message, donc un message pour sa mère qui estime que les autistes doivent être éduqués, pas soignés. Alors, on va passer à la diapo suivante, ça va faire un peu passage du coq à l'âne, encore une expression animalière. Je vais vous parler maintenant d'une pipelette. Oui, c'est un peu curieux lorsqu'on parle des personnes autistes non-verbales, mais ce monsieur est très intéressant sur bien des points. Bon, je suis désolée, je parle très mal l'allemand. Donc Wilhelm von Osten est très très souvent présenté comme un professeur de mathématiques berlinois excentrique. Alors, il est très probable que vous n'ayez jamais entendu parler de lui. Et je ne vous en voudrais pas pour ça, qu'on se rassure. Alors, ce monsieur était enseignant de mathématiques donc à la grande époque de gloire de l'université allemande dans un centre culturel de l'époque. Et l'âge de la retraite arrivant, il a eu une idée un peu bizarre. Il s'est dit, je vais enseigner à des animaux. Donc, il a choisi 3 élèves, un chat, un ours et un cheval. Il a très très rapidement abandonné pour le chat qui était l'élève le plus dissipé, le moins motivé que l'on puisse imaginer, et pour l'ours qui était un élève quelque peu dangereux, mais il a poursuivi avec son cheval. Et c'est ce cheval qui est entré dans l'histoire. Je vais demander à Laurence de passer à la diapo suivante. Voilà. Alors lui, tous les étudiants en psycho en ont entendu parler. Et oui, c'est Hans le Malin, donc Clever Hans en anglais, et son nom en allemand, je ne vais même pas essayer de le prononcer. Donc ce cheval est devenu célèbre parce qu'il
avait la réputation de pouvoir résoudre des opérations arithmétiques complexes, de savoir lire et de répondre à toutes sortes de questions par oui ou par non en tapant du sabot sur le sol. Et cette controverse a duré facilement 5 ou 6 ans, jusqu'à ce que les plus hautes autorités scientifiques de l'époque soient convoquées et qu'on demande de résoudre le truc. Est-ce que ce cheval était réellement aussi intelligent qu'un être humain? Parce que c'est ce que son éducateur, M. Willem von Osten, prétendait. Ou est-ce qu'il y avait un truc entre son maître et lui? En l'occurrence, il était capable de répondre à des questions complexes, même en l'absence de son maître. Et c'est de là que venait la controverse. Finalement, donc au fil de très longues recherches, on a découvert, mais ça les étudiants en psycho parmi vous le savent déjà, que Hans le Malin n'avait pas la capacité de calculer par lui-même, mais qu'il devinait les réponses aux questions qu'on lui posait en observant son public. Mais ce qu'on ne sait moins, c'est quelle a été la fin de Hans le Malin. Est-ce que vous le savez? Il a disparu en 1916, en pleine Première Guerre mondiale. Et donc on suppose très fortement qu'il a été, choisi comme cheval de troupe durant la Première Guerre mondiale et qu'il a été tué, voire consommé par des soldats dans ce contexte-là. Donc il est passé du statut d'animal finalement le plus connu, le plus célébré de son époque, à un destin particulièrement tragique. Et cela en grande partie parce que à partir du moment où on a déduit qu'il n'avait pas une intelligence humaine, il a chuté dans l'estime générale, y compris celle de son propriétaire. Et donc il a été revendu et il a fini sa vie de manière tout à fait misérable. Et l'histoire de ce cheval, hélas, on la retrouve concernant énormément de personnes autistes, en particulier de personnes autistes qui sont envoyées en établissement. Tant que les parents ont un espoir, ou enfin leurs parents, ou de manière générale le monde éducatif, le monde médical, ont un espoir qu'ils rejoindront les apprentissages classiques, apprendre à parler à un certain âge, apprendre à faire sa toilette, à être autonome, comme on dit, à un certain âge, etc., etc. Cette personne aura accès à des moyens d'éducation, des moyens de vie à peu près convenables, mais à partir du moment où on pense qu'elle est condamnée, merci Ruben Miranda. Oui, effectivement, il y a eu énormément de morts humains pendant la Première Guerre mondiale et il y a eu énormément de morts animales aussi. Je n'ai pas le chiffre exact en tête, mais je sais qu'il est colossal. Alors pardon, je reprends. Donc à partir du moment où on juge qu'une personne en situation de handicap ne rejoindra jamais, comme on dit, les apprentissages, ses conditions de vie vont se dégrader de manière souvent dramatique. Donc ce seront des envois en établissement, ce seront des cessations, des tentatives d'apprentissage, exactement comme ce qui est arrivé à Hans le Malin. Finalement, on ne retient de Hans le Malin non pas ce qu'il était, c'est-à-dire qu'on a du mal, par exemple, à trouver des informations sur la race de ce cheval, ses origines, où est-ce qu'il avait été acheté, sur lui-même, on ne sait quasiment rien. Tout ce qu'on a retenu de lui, c'est « Ah, mais en fait, c'était un gros tricheur, il n'était pas capable de lire, de compter comme un être humain, aucun intérêt. » Sauf qu'il arrivait au résultat que l'on attendait de lui. Et un certain nombre de personnes handicapées, y compris de personnes autistes, arriveront également aux résultats que l'on attend d'elles, sans passer par les voies habituelles, sans passer par la parole notamment. Alors, je vais demander à Laurence de changer de diapositive. Je ne vois pas l'heure, mais je crois que je suis un peu en avance sur, au niveau du tempo, parce que comme on avait pris du retard, je suis passée un peu vite. Alors, je vais continuer à parler d'animaux, parce que c'était un peu le topo un peu provocateur que j'ai choisi. Il y a une différence de perception très intéressante entre les chiens et les chats. Je vous reparlerai des chevaux aussi après, parce que c'est ma spécialité d'origine. Alors, on juge que le chien est très affectueux, très gentil, il montre ses sentiments envers nous, et on va juger le chat comme un gros égoïste profiteur. Enfin, pour les personnes qui ne les aiment pas trop, les personnes qui en ont savent que ce n'est pas tout à fait exact.
Et par chance, on a fait diverses études sur la manière dont les chats réagissent à notre présence et la manière dont ils sont attachés à nous. Alors, il y a des conclusions parfois un peu contradictoires entre elles, mais bon, globalement, on est d'accord sur le fait que le chat ne montre pas ouvertement son affection, du moins pas comme le chien. Mais on sait un certain nombre de choses, à savoir que quand il est en la présence d'un être humain qu'il connaît, et notamment d'un être humain qui a l'habitude de le nourrir, il va sécréter de l'ocytocine, la fameuse hormone du plaisir, de l'addiction, etc. Il ne sécrétera ça que s'il est en compagnie d'une personne avec laquelle il se sent bien. On sait aussi que les chats réagissent au décès de leur propriétaire. Alors évidemment, pas de manière démonstrative. Ils ne vont pas se mettre à pleurer, à hurler à la mort comme éventuellement peut le faire un chien. Mais il va montrer réellement de la tristesse. Et cela va pouvoir se mesurer avec les niveaux de différentes hormones. On sait aussi que les chats reconnaissent les émotions des êtres humains sur leur visage. À ce niveau, ils sont même plus doués qu'un certain nombre de personnes autistes. Ils sont probablement plus doués que moi même. Et c'est une information assez extraordinaire dans la mesure où le chat va décrypter les émotions du visage d'une autre espèce que la sienne. Évidemment, nous n'avons pas des visages de chat. Ce serait intéressant, mais... et c'est une capacité que les chats acquièrent par l'apprentissage depuis quasiment leur naissance. À force de nous observer, à force de nous voir grimacer, eh bien, ils savent laquelle de nos expressions correspond à de la colère, à de la joie, à de la tristesse, etc., etc. Et ils vont réagir en fonction de cela. Ils sont même probablement aussi doués, voire peut-être un peu plus doués que les chiens au global. Donc voilà, c'est pas rien. Alors, je vous parle des chats parce que quelque part, la manière dont on considère les chats, dont on parle des chats au niveau de leur comportement, rejoint sur un très grand nombre de points la manière dont on parle, hélas, des personnes autistes non verbales, des personnes autistes au global d'ailleurs aussi. On va nous qualifier d'égoïstes. On va dire qu'on s'intéresse qu'à nous, qu'on ne vient que pour la bouffe ou autre petite chose comme cela. Bon, ça dépend des personnes, mais on entend assez souvent ce type de représentation concernant l'autisme. J'ai souvenir d'un monsieur d'une cinquantaine d'années qui jurait dur comme fer que autiste égale égoïste. C'était sa représentation. Mais le problème que l'on a à ce niveau-là, c'est un peu le même que celui que rencontrent les chats. Savoir la manière dont on exprime nos émotions ne correspond pas au canon de l'être humain lambda, normal, neurotypique, comme vous voulez. Et nous serons jugés par rapport à cela sans qu'évidemment on puisse nous faire un prélèvement d'ocytocine en même temps pour savoir quelle est notre réaction émotionnelle intérieure. En général, la vie intérieure des personnes autistes est au contraire extrêmement riche. Alors, je vais demander à Laurence de changer de diapo. Alors, oui, j'ai un peu mal organisé mes diapos, en fait, j'en suis désolée. Alors, avec une transition un peu maladroite, y a-t-il une relation entre le fait d'être non-verbal et le fait de réussir sa vie? Ah, réussir sa vie. Ouais, ça, c'est un grand débat. Alors, j'ai rassemblé quelques petits éléments qui montrent qu'il n'y a pas de relation évidente entre le fait d'être non-verbal et le fait, entre guillemets, de réussir sa vie. Alors, le premier élément assez plutôt solide que l'on a à ce niveau-là, c'est l'histoire de Temple Grandin. Temple Grandin a été non-verbal jusqu'à l'âge de 3 ans et demi. Avant cela, on lui prédisait le pire destin, le pire avenir qui soit. Donc, ses parents avaient entendu que cette petite fille était déficiente. Je vais tenter de retrouver en même temps la formulation exacte, parce que ce sera bien plus intéressant. Elle avait été diagnostiquée avec des brain damage, donc des dégâts cérébraux, dommages cérébraux, même si ce n'est pas tout à fait une traduction exacte. Donc voilà, à l'âge effectivement de 2 ans et demi, et on avait dit à ses parents que cette petite fille n'arriverait jamais à rien. Donc à l'âge de 6 mois, c'est déjà évident qu'elle n'aimait pas être prise dans les bras. Elle ne regardait pas dans les yeux, ne riait pas, ne souriait pas.
Elle est restée non-verbale jusqu'à 3 ans et demi, mais elle témoigne de ce qu'elle ressentait à cette époque. Et ce dont elle témoigne, c'est notamment qu'elle ne trouvait pas de possibilité de communiquer autrement qu'en criant ou en battant des mains, le fameux flapping. Bon, par la suite, Temple Grandin a eu le succès que l'on connaît. Elle a quand même équipé la moitié des établissements d'abattage des États-Unis avec du matériel qui est destiné à réduire la souffrance animale. Elle est une sommité dans son domaine. Bon, il suffit de consulter sa page Wikipédia pour avoir les détails. Alors, par ailleurs, nous avons de nombreux exemples de personnes autistes françaises qui sont non-verbales jusqu'à l'âge de 5 ou 6 ans. Alors, quand elles sont non-verbales, les personnes, notamment les professionnels de santé qui les côtoient, auront des mots assez durs, assez blessants vis-à-vis notamment de leurs parents. Et dès que ces personnes accèdent à la parole, pouf, bizarrement, le pronostic change, parfois du tout au tout. Et même le diagnostic peut changer, ça c'est assez curieux. On dira de cette personne qu'elle avait une psychose déficitaire profonde jusqu'à l'âge de 4 ou 5 ans, et puis après on dira qu'elle a un syndrome d'Asperger. Exemple réel, je vois 2 exemples, peut-être que vous en avez aussi, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Alors, a-t-on des infos sur les personnes qui restent non-verbales? Alors justement, j'aimerais y venir. Fausse manipulation, petite seconde. Ah zut. Voilà, c'est bon. Alors, un lourd problème que l'on a à ce niveau-là, c'est que si une personne n'a pas le langage oral à l'âge de 6 ans, elle sera privée de l'entrée en CP. Et ça, malheureusement, c'est très souvent le début de la déchéance. Si vous quittez le circuit scolaire, entre guillemets, classique, normal, j'aime pas le mot normal, c'est comme ça, de l'entrée au CP, que vous arrivez en IME, vous n'avez quasiment aucun espoir de réintégrer le circuit scolaire, entre guillemets, classique, normal. Même si vous acquérez des capacités de communication par tablette tactile avec votre AVS, ce sera extrêmement difficile et quasiment tous les parents, je pense, peuvent en témoigner. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires également. Il y a une espèce de barrière infranchissable dans un seul sens entre l'IME et le circuit scolaire normal. Quand vous passez dans la case IME, vous y restez. Mais l'inverse n'est pas vrai, évidemment. Des personnes autistes peuvent être acceptées dans le circuit scolaire normal, sauf que très régulièrement, nous aurons des retours de professeurs qui diront non mais cet enfant souffre en classe, cet enfant n'est pas adapté, et ils tenteront de l'envoyer en IME. Et à partir de là, la qualité évidemment de l'enseignement scolaire, très variable d'un établissement à un autre bien sûr, mais sera souvent inférieure à ce qu'elle aurait été dans le circuit scolaire classique. Et à partir de là, il y a une perte de chance absolument monumentale. Et donc, les personnes autistes non-verbales durant toute leur vie vont souffrir de cela. Là, pour le coup, c'est vraiment une perte de chance considérable qui privera ces personnes de possibilité d'accéder à une grande variété de métiers qu'ils auraient aimé exercer. Alors, je vais demander à Laurence de changer de diapo. Merci. Ah oui, voilà, ça c'est... En fait, j'avais inversé deux diapos. Donc, on va entendre de manière très régulière que la personne qui quittera le circuit scolaire classique souffre de son autisme, ne peut pas être intégrée dans le circuit scolaire parce qu'elle est autiste et non pas parce qu'on ne lui donne aucun accès à des moyens de compensation et à des moyens de communication. Ce que je trouve curieux par rapport à cette histoire de souffrance, c'est lorsque l'on regarde les critères de définition de l'autisme, les critères médicaux de la CIM-11, qui sont les plus récents et donc normalement les plus solides en la matière, aucun de ces 2 critères ne génère intrinsèquement de la souffrance. Alors, est-ce qu'on souffre de difficultés à initier et à maintenir une interaction sociale réciproque et une communication sociale? Alors là, j'invite toutes les personnes autistes à s'exprimer sur le chat. Personnellement, c'est justement quand je tente de communiquer avec des personnes et qu'elles ne comprennent pas ce que je veux dire, que je vais éventuellement souffrir.
Je peux vous raconter une petite anecdote, hein. C'était il y a déjà un certain nombre d'années, au moins 6 ou 7 ans, je travaillais en presse équestre. Et j'habitais une maison en colocation avec un jardin, et il se trouve qu'un oiseau est mort dans mon jardin, un Columba palumbus, donc j'ai oublié le nom vernaculaire, bon, c'est pas grave. Et j'ai pris tous les jours des photos de cet oiseau pour documenter le processus de décomposition du cadavre. Donc ça se trouve sur Wikipédia, hein. C'est dans l'article décomposition des cadavres, vous avez toutes les photos d'évolution de l'oiseau. Bon, j'espère que vous n'étiez pas en train de petit déjeuner, parce que voilà, là c'est déjà trop tard. Et j'étais très contente de cette documentation, et j'en ai parlé à ma rédactrice en chef. Je lui ai dit, ah, vous savez quoi, j'ai fait quelque chose d'extrêmement intéressant, il y a un oiseau qui est mort dans mon jardin, et tous les jours je l'ai pris en photo, et donc je pense que l'apparition des vers, c'est aux alentours d'une température de 10 degrés. Et ma pauvre rédac chef était en train de tourner de l'œil, et pas un seul instant je ne l'ai remarqué. Alors, question à 100 €, qui était la personne qui souffrait le plus dans ce contexte? C'était pas moi, hein. Donc, la souffrance, quand on a du mal à maintenir une interaction sociale réciproque, une communication sociale, elle peut être du côté des personnes non autistes. Bon, alors deuxième affirmation, pardon, le deuxième critère de définition dans la CIM-11, ce sont les fameux comportements et intérêts restreints, répétitifs et inflexibles. Là, j'avais un petit jeu à vous proposer, parce qu'on est le matin, il faut se réveiller un peu. Alors malheureusement, j'ai pas la vidéo, donc ça va être voilà, un peu plus compliqué. Alors, je vais vous demander de prendre vos mains, au moins une de vos mains, et de faire du flapping pendant 1 minute. Alors malheureusement, je ne peux pas vous montrer comment on fait. Peut-être que Laurence le peut, si ça l'amuse. Voilà, vous secouez vos mains comme ça, pendant 1 minute, dans tous les sens, vite, plus lentement, à droite, à gauche. Voilà, donc je suis en train de le faire là, mais comme il n'y a pas la vidéo, évidemment, c'est beaucoup moins drôle. Et après 7 minutes de flapping, je vais vous demander si vous souffrez. Alors n'hésitez pas à vous exprimer dans le chat. Est-ce que vous souffrez? Est-ce que vous avez mal? Ah, il y a bien quelqu'un qui va répondre, allez, s'il vous plaît. Non, ça fait du bien. Merci Marie. Voilà, c'est exactement ça. Vu de l'extérieur, beaucoup de gens vont s'imaginer qu'une personne autiste qui fait du flapping témoigne d'une souffrance terrible, absolue, alors qu'en fait, oui, justement, on peut le faire parce que ça nous déstresse et parce que ça nous fait du bien. Alors, à partir de là, les 2 critères de la CIM-11 définissant l'autisme témoignent-ils d'une horrible souffrance liée au fait d'être autiste? À titre personnel, je pense que non. J'espère qu'il y a des professionnels de santé dans ce webinaire avec qui je pourrais en discuter par la suite. Ça m'intéresserait beaucoup. Et notamment de savoir pourquoi ils pensent que chaque personne autiste souffre horriblement d'être ce qu'elle est. Enfin, pas forcément tous les professionnels de santé, mais une grande partie. Alors, si on ne souffre pas ni de nos comportements et intérêts restreints, répétitifs et inflexibles, décrits comme tels par le corps médical, ni de nos difficultés à initier, à maintenir une interaction sociale réciproque, alors ça peut arriver, mais pas dans tous les cas, de quoi souffre-t-on? J'ai demandé à Laurence de passer à la diapositive suivante. Merci beaucoup. Je vais vous donner quelques exemples de saletés qui nous font souffrir au quotidien et qui ont l'air, pour les personnes non autistes ou personnes neurotypiques, tout à fait anodines. La première de ces saletés s'appelle l'étiquette dans le cou. C'est dommage qu'on n'ait pas l'audio de tout le monde, parce qu'en conférence, en général, les gens rigolent beaucoup quand j'arrive à cette diapo. Alors, je passe un temps considérable de ma vie à découdre les étiquettes des vêtements que l'on me donne, parce que je ne fais pas mes courses vestimentaires, je horreur des magasins de vêtements. Donc, en général, ce sont d'autres personnes qui me disent « Tiens, ça t'irait bien » ou qui me donnent des vêtements comme on donnerait à une friperie. Et de façon curieuse, si vous voulez lancer une start-up pour faire redémarrer l'économie française, n'hésitez pas. Il n'existe absolument aucune marque ou ligne de vêtements qui aurait pour caractéristique de ne pas avoir d'étiquette dans le cou. Ah oui, pourtant, ça intéresserait 1% de la population potentiellement, parce que on est très très nombreux à avoir des hypersensibilités sensorielles à ce niveau-là.
Donc, je connais un certain nombre de mamans hein, qui sont devenues expertes en décousage d'étiquettes. Ah, c'est une entreprise finistérienne. D'accord, bah, j'ignorais. Bah, merci beaucoup pour cette information. Alors, cette histoire d'étiquette dans le cou a l'air peut-être anodine, mais je peux donner un exemple de ce que ça ne l'est pas du tout, pas forcément. Lorsque vous avez un enfant autiste non-verbal qui fait une crise, hein, comme on dit, dans la rue, et qui se met à retirer tous ses vêtements, très souvent la conclusion du corps médical va être « Oh, mais cet enfant est exhibitionniste, il n'est pas sortable, renvoyons-le immédiatement dans son établissement et ne l'en laissons plus jamais sortir ». Alors, il aurait peut-être suffi de modifier ses vêtements pour qu'il puisse sortir autant qu'il voulait. C'est exemple quasiment vécu en direct, hélas. Et je pense que ce type d'exemple est bien plus fréquent qu'on l'imagine. Alors, je vais demander à Laurence de passer à la diapo suivante. Alors, un autre ennemi de toutes les personnes autistes, le fameux coin de meuble. Alors, ça dépend de votre niveau de dyspraxie. Alors, la dyspraxie, c'est le nom savant pour ce qu'on appelait auparavant la maladresse. Donc, statistiquement, on est à peu près 50% de personnes autistes à avoir de la dyspraxie. Alors, on en a plus ou moins. Bon, dans mon cas, j'en ai un petit peu. Par exemple, je ne peux pas taper au clavier avec plus d'un doigt, j'ai jamais réussi. D'autres personnes en ont un peu plus. Et donc, un élément qui me pourrit la vie, alors ça c'était une photo de mon lit à l'époque, voilà, ce sont les coins de meubles. Donc, je me prenais quasiment tous les coins de meubles et je finissais par avoir des tibias de schtroumpf. Et ça, c'est très facile en fait à adapter pour éviter ce type de problème. On peut par exemple créer un magasin, une ligne de meubles, alors je ne sais pas comment on dit ça, je ne connais rien en meubles, dont la caractéristique serait d'avoir des coins arrondis. Ce n'est pas compliqué. Alors, je vais demander à Laurence de passer à la diapo suivante. Un autre ennemi hein, des personnes autistes sont les encadrements de portes. Alors, je n'ai pas un gabarit très important. Hein. J'ai la chance d'être une femme et de ne pas être très large d'épaule, mais pourtant, je me prends les rebords de portes, les rebords de murs de façon très régulière, même quand ils sont larges. Alors, je ne veux même pas imaginer ce que ça donnerait, par exemple, pour un homme d'1,90 m, large comme une armoire. Hein. Ça doit juste être un enfer. Donc, je pense que les encadrements de porte sont en fait un dispositif créé par les personnes neurotypiques ou personnes non autistes pour nous pourrir la vie ou pour tester le gabarit de notre corps. Voilà. Donc là aussi, on pourrait adapter l'environnement des personnes autistes à cela. Et il se trouve qu'on a un dispositif pour ça, pour les chevaux. Bizarrement, pourquoi n'y a-t-on jamais pensé pour les êtres humains? Alors, vous voyez à quoi ressemble un cheval, il a un corps très allongé. Et si on le rentre dans une écurie, très régulièrement, il va heurter, notamment avec son épaule, hein, le bord des portes de son écurie. Alors, pour éviter ça, on va placer une espèce de rouleau en mousse, et quand le cheval passe sur ces bords d'écurie, le rouleau tourne le long de son corps et il ne se blesse pas. Alors, vous allez peut-être rire jaune, mais j'ai visité un certain nombre d'établissements dits pour personnes autistes, d'IME, une femme, hélas, enfin une seule fois, parce que c'était très, très, très dur, et je n'ai jamais vu ce type de dispositif dans l'environnement des personnes autistes. Donc, une adaptation au handicap, entre guillemets, que l'on a conçu pour les animaux, on n'y a même pas pensé pour des êtres humains. Je vais demander à Laurence de passer à la diapositive suivante. Alors ça souvent c'est une petite blague. En termes d'environnement hostile aux personnes autistes, et en particulier aux personnes autistes non-verbales, les petits commentaires un peu partout, je pense que les grandes surfaces sont l'un des pires. Donc voici un schéma classique hein, de grandes surfaces. Parce que très souvent, les retours que j'ai de parents qui voudraient pouvoir sortir un peu plus avec leurs enfants autistes, c'est « Ah, mais pour faire les courses, c'est très compliqué ». Donc, j'ai conçu cette diapo-là pour aider à faire les courses avec des enfants autistes. Hein, c'est tout simplement. Alors, dans les magasins, les pièges sont à la fois extrêmement nombreux et extrêmement concentrés. C'est-à-dire que cet environnement-là rassemble quasiment toutes les situations difficiles, problématiques pour les personnes autistes. Alors, on va faire le chemin ensemble, si vous voulez bien. Donc, je ne peux pas vous montrer avec la souris, hélas, sur mon écran. C'est compliqué. Peut-être je peux te demander, Laurence, de le faire en même temps. Alors, tout Ok, super. Alors, tout commence à l'entrée.
Quand vous entrez dans un magasin, dans une grande surface, vous avez très généralement une caisse centrale. Et dans cette caisse centrale, une femme, oui, parce que la très grande majorité des emplois de caissière dans les magasins sont exercés par des femmes, il faut le savoir. Donc une femme généralement d'un certain âge, puisqu'elle a monté en grade, elle a d'abord été caissière et arrivée à la caisse centrale, qui va vous dire bonjour avec un grand sourire. Il convient de lui rendre son bonjour avec un grand sourire. Donc déjà, à partir de là, les personnes autistes non verbales vont être un peu catégorisées, repérées comme bizarres. Ensuite, la configuration des grandes surfaces fait que très souvent, juste derrière l'entrée, vous avez un rayon électroménager, télé, internet, avec des écrans, des livres, un très grand nombre de télévisions qui diffusent divers programmes. Et là, même si vous êtes une personne autiste prétendument dite de haut niveau, vous allez rester scotché devant les écrans. Et que vont entendre vos parents qui font les courses avec vous? Ah là là, regardez ça, il est devenu autiste parce qu'il regarde trop les écrans. Bon, c'est une bêtise d'une certaine Madame Luconda qu'on a un peu trop entendu ces temps derniers. Là, on l'entend un peu moins bizarrement depuis qu'il y a le coronavirus. Donc voilà, vous avez déjà un premier piège à ce niveau-là. Est-ce que c'est gênant que votre enfant autiste, pour les éventuels parents parmi nous, regarde les écrans dans les magasins un certain temps? A priori, non. Il est même possible de faire vos courses et de leur demander de vous attendre là et de revenir les chercher après. Ma mère faisait ça très souvent, ça se passait plutôt bien, sauf une ou deux fois, mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais par contre, vous allez être très rapidement jugé par les autres personnes qui vont passer dans le magasin. Et si ces personnes sont vos voisins, vos collègues de travail, là déjà, ça va commencer à être pénible pour vous. Alors, on va avancer un peu plus vers le fond, merci, du magasin. Alors, vous avez souvent un rayon quincaillerie au fond à droite. Alors, ça dépend des magasins, mais ça, c'est une configuration type. Et donc là, vous allez avoir toutes sortes d'objets hyper intéressants, du genre les vélos. Alors, si les vélos sont suspendus par une roue et que vous pouvez tourner la roue, vous pouvez faire ça pendant 10 heures. Donc, c'est le deuxième piège, entre guillemets. Donc, ça m'est arrivé une ou deux fois quand j'étais enfant. J'imagine que ça a pu arriver aussi à d'autres personnes autistes participant à ce webinaire ou à des parents. Et là, c'est très compliqué de s'arrêter, en fait, parce qu'on peut rester à tourner les roues de vélo ou les roues des objets de la quincaillerie, effectivement, pendant des heures. Et là aussi, je propose aux parents, éventuellement, de laisser leurs enfants un petit peu là faire ce qui les intéresse, de faire leurs courses pendant ce temps-là et de leur dire « je reviens dans exactement un quart d'heure ». Ça peut être une manière de gérer cela. Alors, on continue à faire nos courses, on va arriver dans le fond du magasin, oui, parce que quand vous voulez prendre un peu de pain, une petite tranche de jambon pour les carnivores parmi vous ou autres, c'est systématiquement dans le fond, pour que vous soyez obligé de traverser tout le reste. Vous arrivez dans le fond du magasin, et là, vous allez avoir un vendeur. Oui, là, généralement, dans les rayons boulangerie, boucherie, etc., ce sont très souvent des hommes. Il y a vraiment une répartition sexuelle du travail dans les grandes surfaces, mais c'est un autre sujet, qui va vous demander ce que vous voulez. Ah, et même si vous êtes autiste verbal, vous allez vous sentir agressé par ce genre de questions, parce que face à vous, il y a une vitrine avec des dizaines et des dizaines de denrées alimentaires appétissantes, et vous êtes en train de regarder ce qu'il y a derrière la vitrine, vous n'avez pas envie de répondre au bipède qui vous demande ce que vous voulez dans cette masse de choses. Parce que déjà, il faut que vous ayez le temps de traiter la question du choix. Or, il serait très mal poli de lui répondre « Ah, maintenant, ce que je veux, c'est la paix » ou d'ignorer sa question. Et donc là, vous allez aussi avoir des problèmes. Mais ce n'est pas le seul souci qui vous attend. Alors, on va descendre au rayon fruits et légumes. Alors, anecdote véridique, il y a de ça un certain nombre d'années maintenant. J'étais dans une grande surface, une grande chaîne de magasins française. Je viens peser mes légumes au rayon consacré. Alors, il faut savoir que ma mère me faisait peser les fruits et légumes quand j'étais gamine. C'est comme ça qu'elle m'occupait en faisant ses courses. Je lui donnais à chaque fois le poids exact, etc. Et ça fonctionnait très bien comme ça. Et donc, je tombe sur une balance automatique dysfonctionnelle. Et je vois écrit parce que c'était une balance électronique, je vois écrit « Entrez le code ». Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé d'entrer le code. Il faut savoir que statistiquement, à peu près 50%, par exemple, des codes de téléphone à 4 chiffres, c'est un quadruple zéro. Donc, j'ai essayé le quadruple zéro, ça ne fonctionnait pas.
Après, j'ai essayé 1, 2, 3, 4, qui est statistiquement le deuxième code le plus fréquent, ça ne fonctionnait pas non plus. Ensuite, j'ai fait 4, 3, 2, 1, et là, je suis entrée dans les paramètres de la machine. Et donc, ça me demandait ensuite d'entrer le prix au kilo de chaque denrée. À ce moment-là, une personne du magasin est arrivée. Et donc, je me suis sauvée honteuse, confuse et me sentant très mal. Et donc, c'était une femme, elle était paniquée. Ah mon Dieu, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait? J'étais en train de réparer la balance. Ah, vous auriez dû venir me voir, etc. Mais non, j'avais vu entrer le code, j'ai essayé d'entrer le code. Bon, heureusement, cette petite histoire n'a pas eu de conséquences malheureuses ni trop fâcheuses, mais j'ai quand même attendu avant de refaire mes courses dans ce lieu-là. Hein. Et puis j'étais catégorisée bizarre. Donc, si vous faites vos courses avec vos enfants autistes, il ne faut pas les laisser trifouiller les balances automatiques. Hein. Ça peut vous attirer quelques ennuis. Voilà. Alors, je passe rapidement sur les problèmes sensoriels liés aux grandes surfaces. Donc, dans le rayon alcool, vous allez avoir tout à gauche un certain nombre de personnes autistes qui ne supporteront pas en fait les odeurs hein, des produits dans ce rayon-là et qui, comme on dit, feront des crises. Ben non, c'est juste que l'odeur est agressive et qu'ils ne pourront pas forcément l'exprimer. Si vous passez dans le rayon froid, vous aurez le même type de problématique sensorielle hein, parce que la température peut être assez basse et l'air est très sec, donc c'est assez agressif. Si vous passez par le rayon des vêtements, il faut adresser la parole à une personne pour essayer hein, des vêtements. Donc, même chose si vous êtes peu verbal, ça va vous poser un souci. Puis, on verra directement que vous êtes bizarre quand vous arriverez à l'entrée de la cabine d'essayage. Il y a des risques de rencontrer d'autres enfants très bruyants dans les magasins. Je passe un peu rapidement parce que je vois que l'heure avance. Donc voilà, les grandes surfaces sont très généralement le lieu type où on dira que les personnes autistes n'ont pas leur place. Alors qu'avec des adaptations finalement assez simples à mettre en place, et pour les parents et pour les personnes qui travaillent dans ces magasins, et même pour la direction de ces magasins, on commence à voir se développer, c'est une chance, les fameuses heures calmes, qui ne profitent pas qu'aux personnes autistes d'ailleurs, qui profitent à toutes les personnes soucieuses de faire leurs courses sans avoir une espèce de soupe musicale qui se déverse dans leurs oreilles. Et c'est une excellente chose. Alors, on peut faire ses courses avec des lunettes de soleil pour éviter d'être agressé par les néons et avec un casque anti-bruit. Alors, c'est juste que vous aurez un peu l'air d'un cosmonaute et qu'on va vous regarder bizarrement, mais bon, ça va être regardé bizarrement lorsqu'on est autiste. On a un peu l'habitude, c'est un peu le quotidien. Alors, voilà, n'hésitez pas à me poser des questions supplémentaires là-dessus. Donc ça, à l'origine, c'est une diapo que j'avais créée pour des formations aux parents, pour les aider dans ce type de situation. Alors, je ne sais pas si parmi les personnes qui suivent ce webinaire, vous êtes dans ces situations-là, mais vraiment, n'hésitez pas à me poser des questions. Alors, je vais passer à une conclusion un petit peu égocentrée. Alors, comme je vous le disais au début, mon centre d'intérêt, c'est le cheval, ça l'a toujours été. Et ça, c'est une photo que je peux regarder pendant une dizaine de minutes. Alors là, on ne va pas faire le test parce que ce serait pas, la configuration ne s'y prête pas. Mais donc, un petit jeu voilà, que je fais en conférence, c'est de demander combien de temps vous pouvez passer sur cette image sans vous ennuyer et ce que vous y voyez. Donc en général, on me répond bah, c'est un cheval. Alors, vous pouvez mettre dans les commentaires ce que vous voyez dans cette image. Et après, je vais vous dire ce que j'y vois. Voilà, si vous avez une minute ou deux. Alors, vu qu'il est 56, je vais peut-être commencer maintenant. Alors, la plupart des gens non autistes normaux n'ayant pas de centre d'intérêt pour le cheval vont passer très rapidement sur cette image et dire ouais, bon, bah, c'est un cheval. Ou s'ils n'aiment pas, vont dire ah, c'est un bourrin. Ou si vraiment ils en ont ras-le-bol d'entendre parler de ce sujet-là, ils disent ah, c'est encore une saleté de bourrin que ma fille regarde pendant 15 minutes. Enfin, bref. Alors, voilà ce que je vois dans cette image. Pour commencer, je constate... Oui, exactement. Monsieur Vincent Jacques, c'est un Akalteke. Alors, c'est un cheval de race Akalteke qui est une race turkmène avec une morphologie tout à fait spécifique. Ils sont très fins, on les compare aux lévriers en fait, du monde
du cheval. Donc ils ont une morphologie très très fine, avec une encolure vraiment d'une grande finesse. On devine un petit peu les côtes sous la peau. Et ce cheval a également une robe très particulière. Donc c'est une robe Isabelle avec un marquage fumé. Donc en fait l'extrémité des poils est de couleur un peu plus foncée. Ah, les reflets du poil, les muscles. Oui, 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 mais oui, exactement. C'est pour ça que je peux rester 10 à 15 minutes sur ce type de photo. C'est parce que non seulement la couleur de ce cheval est extraordinaire, parce que c'est une couleur de robe avec donc de l'Isabelle avec un mélange de doré. Alors on ne connaît pas encore le gène à l'origine de ce poil doré, mais ça ne survient que chez les chevaux d'Asie centrale. Et avec donc le fumé qui est, enfin le gène souti qui reste à découvrir. Donc ça donne des couleurs absolument, enfin visuellement complètement captivantes. Alors, il y a également le réseau veineux superficiel qu'on devine notamment sur les postérieurs. Donc les chevaux de sang ont cette particularité-là, c'est qu'on voit un petit peu les veines sous la peau et on peut regarder ce genre de détails aussi pendant très longtemps. Alors, je ne vais pas vous ennuyer, mais je pourrais parler de cette photo pendant 1 heure assez facilement. Et vous vous endormiriez probablement si vous ne vous intéressez pas aux chevaux. Alors là-dessus, j'ai la chance d'être une pipelette, donc je peux expliquer un petit peu ce que je vois, mais un grand nombre de personnes autistes non-verbales n'auront pas la possibilité d'exprimer leur ressenti intérieur à ce niveau-là. Et peut-être que du personnel médical croyant bien faire dira non mais tu as suffisamment regardé cette image là, c'est bon, et les priveront d'une activité pourtant pour eux très agréable. Alors bon, les 2 diapos suivantes, pareil, c'est un peu personnel. Je montrais un petit peu à quoi j'occupe mes journées, particulièrement en ces temps de confinement. Donc je crée des généalogies en fait de chevaux. Alors ça, c'est un exemple qui a été créé sur Wikidata. Donc en fait, je recrée des bases de données de chevaux, hein, nom par nom, avec les dates de naissance, les photos quand je les ai. Et ça peut m'occuper comme ça pendant des heures. Et bon nombre de gens diront, mais ça ne sert absolument à rien. Et c'est là que je voudrais en venir, justement. Alors actuellement, je suis en Master 2 et donc mon mémoire de Master 2 va porter sur ce sujet-là. Sauf que quand je m'amusais à ça, à remplir sur Internet des bases de données de chevaux au tout début d'Internet, hein, donc vers l'âge de 16-17 ans, on me disait que ça ne servirait jamais à rien, que je perdais mon temps et que je ne ferais jamais rien de ma vie avec ce genre d'activité. Bon, comme quoi, il ne faut jamais pronostiquer, hein, sur les activités des personnes. Alors, pour terminer, alors la diapo n'est plus tout à fait à jour. Voilà, je vous montre ce que je faisais quand j'avais 11-12 ans. Donc ça, c'est un vieux carnet, hein, de mes archives. Donc à gauche, je découpais en fait des images de chevaux dans des magazines et dans des encyclopédies. Et je les collais après les avoir classés par race, par robe, par région d'origine. Alors on peut faire toutes sortes de classements comme ça. Bon là, le classement n'est pas très abouti ni très intéressant. Donc je faisais ça voilà, vers l'âge de 11 ou 12 ans. Et j'ai publié un bouquin sur les races de chevaux françaises à l'âge de 34 ans. Et j'ai retrouvé quasiment cette même activité parce que la couverture de ce livre, je l'ai conçue avec l'éditrice, donc enfin avec la maquettiste plutôt, donc il a fallu trouver sur Internet des photos de chevaux de différentes races françaises et de différentes robes et les organiser. Et je retrouvais exactement voilà, l'activité d'enfance qui m'avait occupée tant d'heures et tant d'heures. Donc, si vous avez des enfants autistes qui passent des heures à découper des images de n'importe quoi d'ailleurs, pas forcément des images de chevaux bien sûr, surtout ne les bridez pas, laissez-les faire. Peut-être que ça deviendra leur métier plus tard.